Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 24e édition du Management Café. Je suis ravi d'être là ce soir parce qu'il s'agit de la première édition de l'année académique 2022-2023 et seulement la deuxième édition en présence depuis la fin des restrictions sanitaires. Pendant 2 ans, on a fonctionné en ligne. Comme tout le monde, on a vu que les personnes intéressées par le Management Café commençaient à faire preuve de fatigue de réunions en ligne. Donc on est doublement ravis d'être là ce soir parce qu'on est là en vrai, de retour à l'atelier en ville. Voilà, alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués ou pas encore habitués du Management Café, le Management Café, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un événement qui a été conçu et qui est toujours organisé par le CEBRIG, le Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion. C'est le centre de recherche en gestion, pour faire simple, de l'ULB. Il est localisé à la Solvay Brussels School of Economics and Management. Mais c'est un centre de recherche de l'Université libre de Bruxelles. C'est vous dire si c'est un centre de recherche sérieux. Voilà. Alors, l'objectif du centre, de l'événement, pardon, c'est de partager avec un public le plus large possible les résultats de nos chercheuses et de nos chercheurs et l'expérience de praticiennes et de praticiens qu'on invite pour dialoguer avec nous et avec vous. Hein. Et je dois souligner une des règles importantes du Management Café, qui est qu'il ne s'agit pas d'un exposé, mais d'une discussion. C'est un café, donc il s'agira de discuter ensemble. Et notre mesure du succès d'un Management Café, c'est l'ambiance et le nombre de questions qui ont été posées. Donc je me tourne vers le public et je lui mets un petit peu de pression en lui disant que ça serait bien de poser des questions une fois qu'on aura lancé le débat. Voilà. Alors... le Management Café ne serait pas possible sans l'intervention d'un certain nombre d'acteurs clés. Alors, je vais évidemment remercier l'Université libre de Bruxelles, puisque c'est l'université dont nous dépendons. Et je voulais aussi remercier la Fondation Bernheim. Pourquoi ? Parce que la Fondation Bernheim nous fournit un soutien structurel. C'est grâce à elle que le Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion peut fonctionner au jour le jour. C'est aussi grâce à la Fondation Bernheim que nous pouvons organiser le Management Café. Et, excusez-moi, et mes remerciements sont particulièrement chaleureux ce soir parce que nous avons la chance de compter parmi nous la directrice de la Fondation Bernheim, Anne-Catherine Chevalier, qui est là et à qui je fais un petit signe de la main. Merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup que vous soyez là. Et j'espère que vous ne serez pas déçus du voyage. On va tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Voilà. Alors, cette 24e édition du Management Café est consacrée à la gestion des musées et posera la question de savoir si gérer un musée, ça consiste à regarder vers le passé ou vers l'avenir. Alors, pour lancer cette édition, je voudrais partir d'une chose que j'ai apprise la semaine dernière en écoutant la RTBF, et qui est que la plus grande exposition jamais consacrée à Frida Kahlo est une exposition qui s'appelle Faces of Frida, et que vous pouvez toutes et tous aller visiter en sortant de ce café, puisqu'elle est organisée par Google Arts and Culture et que c'est une exposition en ligne. Mais c'est quelque chose qui implique des musées, puisque le musée Frida Kahlo a participé à l'organisation et le centre Pompidou également. Alors ça pose du coup toute une série de questions sur le rôle d'un musée en 2022. D'abord, le rôle du passé. Alors, le passé pour un musée, mais je parle sous le contrôle de nos 2 invités que je présenterai dans un moment, c'est de s'assurer de la pérennité des collections. Par ces collections, on est relié à toute l'histoire de ce qui s'est fait dans le domaine qui intéresse le musée. Mais aussi, ça interroge l'avenir, parce que si on en est à se poser la question de musées en ligne, eh ben, c'est qu'on est de plein pied dans le 21e siècle et probablement dans les siècles qui vont suivre. Alors, du coup, en 2022, quelle est la raison d'être d'un musée ? Est-ce que ce qu'il faut rechercher, c'est la préservation de collections ou essayer d'attirer des visiteuses et des visiteurs ? Quel est le mélange des deux qu'on doit rechercher? Quelles sont les ambitions? Quelles sont les contraintes économiques? Les partenaires qu'on peut trouver? Comment fonctionne un musée en 2022? Eh bien, ce sont les questions qu'on va traiter ce soir. Et nous avons la chance d'avoir avec nous 2 spécialistes. Je me tourne d'abord vers Géraldine David, qui est la directrice de la Witokiana,
la Wittocana, qui est le musée des arts du livre et de la reliure, qui se trouve à Bruxelles, et que je vous invite toutes et tous à visiter, parce que c'est très très intéressant. Géraldine sera notre praticienne du soir, et la chercheuse du soir sera Anne-Sophie Rademerker, qui est chargée de cours en gestion culturelle à l'Université libre de Bruxelles et évidemment membre du CEBRIG. Alors je vais me tourner vers Géraldine David et je vais lui demander en gros de partager avec nous son expérience de directrice d'un musée et plus précisément de la Wittocana. Merci beaucoup Pierre-Guillaume pour cet accueil chaleureux. Merci à tous et toutes d'être présentes et présents ce soir. Je suis très contente d'être là à plusieurs égards. Évidemment, c'est toujours une opportunité fantastique pour une directrice de musée de pouvoir discuter et de parler de ce qui l'anime au jour le jour, à savoir la gestion d'un musée. Et vous avez déjà bien posé les enjeux, Pierre-Guillaume, les enjeux auxquels on fait face au jour le jour. Mais je suis aussi contente parce qu'en fait, j'ai fait ma thèse de doctorat au CEBRIG. Voilà, du coup, je suis très contente d'avoir été invitée ici dans les Management Café. Alors, ce qu'on s'était dit avec Anne-Sophie, c'est qu'on allait peut-être commencer par une série de questions avant même qu'on parle de la Wittocana. Étant donné qu'effectivement on est sur une séance dédiée au musée, on est quand même curieux de savoir qui visite des musées, qui a déjà visité des musées. On présume quand même certains d'entre vous. Donc peut-être pour faire un rapide petit sondage, musée en général. Quand même, ça va. Donc on a déjà un public de spécialistes. Ouais. Qui a déjà entendu parler de la Wittocana, de la Biblioteca Wittocana. Ça se réduit un petit peu. C'est un échantillon qui est particulièrement représentatif au niveau Je pense qu'il y a un petit billet de sélection qui est dû au fait que je connais certaines personnes ici, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens parmi vous qui ont visité la Wittocana. C'est plus que ce que j'ai d'habitude dans les groupes qui viennent visiter le musée. Et qui a déjà visité, parce que là on était sûr qu'il a entendu parler, mais qui a déjà visité. Ça se réduit encore. Ok. Et donc on reparlera évidemment aujourd'hui de toutes ces questions de participation, de perception du musée. On a sélectionné avec Géraldine toute une série de thèmes qu'on espère pouvoir aborder ensemble aujourd'hui. On vous posera aussi des questions pour rendre le débat attractif. Et encore merci à Pierre-Guillaume et au CEBRIG pour l'invitation. Je suis aussi ravie d'être en présence de Géraldine, dont j'admire beaucoup le travail en tant que directrice. Donc je lui donne la parole pour donc nous présenter l'institution avant d'entamer vraiment le débat. Merci beaucoup. Alors oui, on va commencer peut-être par parler de ce qu'est la Wittocana, même si visiblement pas mal d'entre vous y ont déjà mis les pieds ou en ont déjà entendu parler. Donc la Wittocana, c'est le musée des arts du livre et de la reliure à Bruxelles. L'histoire du musée est assez particulière et finalement en fait pas tellement par rapport à d'autres histoires de musées en Europe. C'est l'histoire d'une collection privée en fait, de livres précieux qui est passée dans le domaine public. Donc, la collection avait été constituée par Michel Wittock, industriel et surtout collectionneur bibliophile qui avait rassemblé quelques 3000 ouvrages qui sont maintenant dans le musée et qui a par ailleurs décidé de faire construire une bibliothèque dans le fond de son jardin pour abriter sa collection. Donc le bâtiment est sorti de terre en 83, il a été agrandi en 95 et Michel Wittock y a logé sa collection de livres. Alors lui était particulièrement intéressé par les reliures précieuses, d'abord les livres anciens, donc plutôt la période de l'Ancien Régime, et puis il s'est tourné vers des livres plus modernes et plus contemporains. Et donc actuellement, comme je le disais, on conserve quelques 3000 livres. 60% de ces livres sont donc plutôt modernes et contemporains. Le restant, ce sont des livres anciens. Et on a également dans le musée un centre de documentation qui vient compléter la collection. Michel Wittock, en tant que collectionneur, s'est posé une question que beaucoup de collectionneurs d'art se posent, c'est-à-dire que va-t-il advenir de ma collection après ma mort. Michel Wittock a 5 enfants, lui il est décédé, mais ses 5 enfants sont toujours là, et aucun d'entre eux n'était particulièrement intéressé par s'occuper de la collection au décès de son père, et donc la crainte de voir la collection complètement disséminée aux 4 vents était bien réelle. Et donc il s'est tourné vers différents acteurs en vue de patrimonialiser sa collection. Le premier acteur qui est bien connu du monde de la culture en Belgique, c'est la Fondation Roi Baudouin,
fondation avec laquelle il a entamé des discussions à partir de 2008 et qui a vu la concrétisation de la donation de la collection en 2010. Le deuxième acteur avec lequel il a discuté, c'est un acteur plus institutionnel, qui est la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a parallèlement, en 2010, reconnu l'ASBL, qui gère le musée, comme musée d'utilité publique et qui permet donc à l'ASBL d'accéder à des subsides publics pour financer ses activités et conserver la collection. Le bâtiment a également été acquis par la Fondation Roi-Baudouin, ce qui maintenant garantit en fait la pérennité de la conservation de la collection des livres en les murs construits pour les conserver. Et donc depuis 2016, quelque chose comme ça, on n'a plus du tout de financement, je dirais, privé, en tout cas qui venait du collectionneur, et le musée est devenu complètement public. Donc nous sommes un musée ouvert au public du mardi au dimanche. On organise des expositions temporaires. On travaille pour valoriser nos collections. On a beaucoup d'activités de médiation vers les jeunes publics et on a donc également un centre de documentation, entre autres activités, je dirais, plus classiques qui sont l'apanage des musées. Voilà. Merci Géraldine pour cette brève présentation. Et cette présentation, en réalité, elle est intéressante parce qu'elle nous donne déjà un peu un aperçu de l'écosystème des musées, qui est un écosystème assez intéressant, finalement peut-être peu connu aussi du grand public. Hein. On a affaire déjà à un musée spécialisé dans l'art de la reliure, dans l'art des livres. C'est vrai peut-être que quand on pense au musée, assez intuitivement, et c'est logique, on va penser au musée des Beaux-Arts, avec essentiellement la peinture, la sculpture, les arts graphiques, même si ici, quelque part, on rejoint un peu les arts graphiques grâce aux illustrations qu'on va retrouver dans certains ouvrages, voire même des productions artistiques. C'est vrai que du point de vue du grand public, voilà, on est déjà sur un musée intéressant, un musée qui est relativement récent, qui est, on va dire, de taille petite moyenne. Hein, par rapport, on n'est pas dans les grands musées. Plutôt petit, je dirais, mais plutôt petit, situé quand même dans une capitale. Hein, donc ça reflète déjà assez bien en fait, cette segmentation à la fois verticale et horizontale qu'on retrouve aussi dans le monde des musées, avec des musées qui ont des activités d'ampleur variable, qui ont des spécialisations aussi variables. Et ici, on a affaire à un cas tout à fait unique de musée spécialisé dans une production parmi tant d'autres. Hein, on sait qu'il existe toute une série de musées. Ce que Géraldine nous disait aussi dans sa présentation, c'est les diverses activités dans lesquelles un musée peut se spécialiser. C'est vrai que du point de vue du public, quand on y réfléchit, souvent ce qu'on voit, c'est l'exposition, c'est les expositions temporaires, hein, avec parfois, je ne sais pas si on retrouve ça aussi dans le secteur muséal, mais cette question, tu travailles le reste de l'année, quand on organise 2-3 organisations, dans 2-3 expositions, oui, il y a tout le travail derrière, les activités backroom qui constituent probablement une plus grande partie du travail de l'équipe. Et pour ça, du point de vue du public, c'est difficile évidemment de réaliser tout ce qui se passe derrière un musée. On est vraiment dans des structures de type multi-output qui les caractérisent. Et ce que tu disais également, rôle de collectionneur privé dans la donation ici et dans la constitution d'une collection, sont des choses qu'on retrouve dans la plupart des grands musées aussi. Évidemment, le rôle des collectionneurs privés, on a parfois tendance un peu en histoire de l'art de ne pas trop regarder vers ce qui se passe du côté privé, mais leur rôle est essentiel. Et en fait, plus largement, ce que Géraldine aussi a mis en avant, c'est cette économie un petit peu mixte, hybride, hein, dans laquelle, même pas un petit peu, littéralement hybride, dans laquelle se trouve le secteur muséal, à l'inverse peut-être d'autres types de sociétés, d'autres types de firmes, avec ce croisement entre financement public et intervention du privé par le biais de donations, ça peut être des donations monétaires, ça peut être sous la forme d'œuvres. Donc un écosystème ici assez complexe et qu'on va tenter d'explorer ici ensemble. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer quand même par quelques petites questions. J'ai une petite question pour Géraldine, hein, pour aussi un peu nous situer. Justement, comment est-ce que, en termes de positionnement dans l'écosystème justement muséal, hein, qu'on retrouve ici à Bruxelles, mais même aussi à l'étranger, vous n'êtes pas les seuls évidemment à être spécialisés dans l'art du livre. Comment vous vous positionnez dans cet écosystème? Quelles sont vos stratégies pour faire une place finalement dans un milieu qui est a priori quand même compétitif aussi? C'est vrai qu'on se bat tous pour l'attention du public et la compétition peut être féroce.
je dirais. Mais donc, moi, je suis arrivée en tant que directrice à la Wittokiana en 2017 et c'était la volonté. Donc, à l'époque, le collectionneur Michel Wittok était encore très, très impliqué dans la gestion quotidienne du musée, mais il avait quand même la volonté de passer la main. Et donc, tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, ça a été d'assurer en fait vraiment la transition d'une structure privée avec un feuilletage institutionnel assez complexe, puisqu'on est dans une structure ASBL avec diverses sources de financement, mais ça on en reparlera, avec diverses sources de financement, vers donc une professionnalisation des différents métiers qu'on retrouve à l'intérieur d'un musée. Et une des réflexions qu'on a menées et qui a été également menée au sein du conseil d'administration de la Wittokiana, ça a été de réfléchir à quelle est véritablement l'identité du musée. Et le choix qui a été fait pour réfléchir, enfin, pour poser la réflexion autour de cette identité, ça a été de partir des collections du musée, ce qui est déjà un choix quelque part qui est posé parce que voilà, c'est pas forcément le cas dans tous les musées, on part pas forcément de la collection qui est là. Et donc on est parti de la collection pour réécrire ce qu'on appelle le projet scientifique et culturel qui définit vraiment les missions du musée. Et la façon dont on a défini le musée, c'est que la Wittokiana, c'est en fait le musée du livre singulier. Donc le livre, c'est en fait un objet très particulier qui est fait pour être diffusé le plus possible, pour être un multiple, sauf qu'à la Wittokiana, en fait, tous les livres qu'on conserve, ils sont uniques. Ils sont uniques parce qu'ils ont été reliés par un relieur qui est en fait un artiste qui est intervenu directement à même le livre, mais aussi parce qu'il y a des illustrateurs qui sont intervenus directement dans le livre, parce qu'on a des livres qui ont été dédicacés par des auteurs, parce qu'ils ont une histoire matérielle qui est particulière. Et donc, la première façon de se positionner, ça a été de définir l'identité du musée et de se dire, ben voilà, nous, on est le musée du livre singulier. Ce qui a impliqué déjà des choix en termes d'exposition, par exemple, d'exposition temporaire, et ce qui a aussi impliqué de partir d'une identité qui était celle d'un musée de collectionneurs privés intéressés très fort par la reliure, vers un musée qui s'intéresse à tous les aspects du livre et qui ouvre aux visiteurs tous les aspects du livre. Donc plus simplement la reliure, mais tout ce qu'il y a dans le livre. Alors, au niveau du paysage, je dirais, d'autres musées à Bruxelles qui traitent de la question des livres précieux, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment qui font exactement la même chose que nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a défini notre identité de la sorte. Mais on a quand même voilà, la Bibliothèque royale qui maintenant, en plus, a ouvert la bibliothèque des ducs et des duchesses de Bourgogne, je me plais à le dire, mais qui a ouvert ce musée-là, mais qui a également une collection précieuse. Hein. Donc ils ont le dépôt légal, ils ont toute la collection de documentation, mais ils ont également une collection précieuse. Par ailleurs, en Belgique, il y a également le musée Plantin. Le musée royal de Marimont a également une réserve précieuse. Donc il y a quand même d'autres acteurs dans le paysage qui travaillent également autour du livre et autour des arts graphiques. À l'international, je dirais que nos références, plutôt que nos compétiteurs, mais les musées qui nous inspirent, c'est tout le travail évidemment que fait la Bibliothèque nationale de France. Pour citer d'autres institutions à Paris, il y a la bibliothèque Jacques Doucet, qui est plutôt une bibliothèque qui est vraiment dédiée à la littérature et aux artistes et au lien entre texte, image, artiste, littérature. La bibliothèque Sainte-Geneviève, qui a également là-bas une collection patrimoniale. On regarde également ce que fait le musée de Condé-Chantilly, parce qu'ils ont une grosse collection aussi de livres anciens. La bibliothèque de Lyon, et alors, je dirais dans les institutions de bibliothèques qui nous ressemblent et auxquelles on ressemble, il y en a une en Europe, en tout cas en Suisse, près de Genève, qui s'appelle la Fondation Bodmer, qui est également une ancienne collection privée qui est donc devenue maintenant un musée. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question de... Si, tout à fait. Et peut-être qu'on pourrait poser la question à ceux qui ont déjà visité la Wittokiana, à nouveau dans cette perspective. Hein, c'est très différent d'un musée des Beaux-Arts, et ça, on pourra en discuter aussi. Hein, ça amène aussi tout son lot de challenges en termes de gestion de la collection. À nouveau, on n'est pas... Tu ne gères pas des œuvres d'art classiques. Non, c'est une niche, il faut quand même le dire. Hein. Je veux dire, on est dans un musée de niche. On reçoit 5000 visiteurs par an
les bonnes années. Donc pré-Covid, on était dans une croissance de plus ou moins 30% de visiteurs chaque année. Donc les bonnes expositions, c'est 20 visiteurs par jour d'ouverture. On n'a pas non plus un musée qui est extrêmement grand, hein. Les grandes salles d'exposition, c'est 180 mètres carrés, donc on ne va pas pouvoir mettre non plus une infinité de cars de touristes qui arrivent tous les jours, même si c'est évidemment le rêve, mais donc ça, c'est pas possible, mais c'est vraiment un musée de niche, oui. On peut concevoir des minibus de touristes. On peut concevoir de vannes. Mais peut-être qu'on pourrait justement poser cette question, parce que tu me disais aussi qu'en termes de fréquentation, c'est essentiellement un public bruxellois qui vient visiter assez logiquement, donc un public assez local. Je pense que tu me disais le chiffre de 65%. Ce qui est quand même intéressant aussi de savoir, et on ne tend à oublier ça parfois, la fréquentation des musées par rapport à toutes les différentes activités culturelles qui existent, ce n'est pas la plus représentée. En Europe, en priorité, arrive sur des chiffres ici de 2015, ça a probablement évolué, mais c'est le cinéma et les arts de la scène essentiellement, et puis les visites de sites culturels du patrimoine, incluant les musées, arrivent en 3e position. Et quand on regarde certains chiffres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, produits par l'OPC, l'Observatoire des politiques culturelles, qui fait régulièrement des enquêtes, en moyenne, on est sur à peu près 30% de personnes qui ont déjà visité une fois un musée au cours de l'année, plus de 50% qui ne l'ont jamais visité ou qui ne visitent jamais de musée, donc c'est assez énorme. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces chiffres-là sont assez constants en fonction des catégories d'âge. Et puis, on a vraiment une toute petite minorité qui fréquente le musée plus de 2 fois par mois. Donc, c'est vraiment des toutes petits, des chiffres extrêmement faibles. Et donc, une question que je me posais pour le public, pour ceux qui ont déjà visité la Wittokiana, qu'est-ce qui vous a peut-être attiré justement par rapport à ce genre de musée? Quelle a été l'occasion de cette visite pour essayer de comprendre aussi justement par rapport à un grand musée de beaux-arts, voilà, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans, et quelle a été votre expérience aussi? C'est toujours bon de connaître un peu l'expérience de ces publics. Voilà, le moment est venu pour le public de s'exprimer. Donc, J'ai pas visité la Wittokiana, j'en suis désolée. Mais j'avais une question. Pas encore, exactement. Mais j'avais une question par rapport aux chiffres que vous venez de dire. Est-ce qu'il s'agit uniquement de visites de musées ou d'expositions, par exemple? Est-ce que Beaux-Arts, qui n'est pas un musée, fait partie de ces chiffres retenus par l'Observatoire ou pas, parce qu'il y a toute une série d'institutions qui présentent des expositions patrimoniales sans faire partie des musées? Alors, dans le cadre de cette étude, c'était vraiment les musées... et essentiellement, c'est l'OPC, la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ça faisait partie essentiellement des musées qui sont conventionnés avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc effectivement, ça ne prenait pas ici l'intégralité, mais ce sont des chiffres qui sont un peu plus faibles que ce qu'on voit au niveau européen, où là, on est en moyenne en Belgique sur à peu près 40-50%. Pour là, tout ce qui est site culturel à nouveau, donc c'est encore plus large, parce que ça implique également des sites archéologiques, ce genre de choses, tout ce qui relève du patrimoine. Mais donc, on pourrait intégrer, effectivement, ça ne prend pas en compte, par exemple, les galeries d'art, ce genre de choses, hein, là où les personnes peuvent aussi, volontairement ou pas, aussi entrer. On sait qu'il y a des barrières culturelles aussi pour passer les portes d'une galerie d'art. Donc, voilà, c'est une enquête au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y avait un échantillon de 3000 personnes, c'est pas gigantesque non plus, mais ça colle assez bien avec les chiffres qu'on a aussi plus largement. Ça pose éventuellement la question de la définition d'un musée. À partir de quand on passe du musée à une collection, ou à partir de quel moment une galerie devient un musée? Enfin, j'imagine qu'il y a tout un spectre. Ouais. Je pense à des exemples de choses qui sont appelées musées, qui sont pas forcément, qui correspondent pas à ce qu'on aurait en tête. À Bruxelles, il y a un musée du lampadaire à Anderlecht, qui est une rue dans laquelle on a collectionné des exemples de tous les éclairages publics qu'il y a eu à Bruxelles. C'est à ciel ouvert, mais si vous regardez une carte, il y a un musée du lampadaire à Bruxelles. Il y a le musée de la fraise à Wépion, il y a des musées, en fait, sur beaucoup, effectivement, je ne veux pas dire tout et n'importe quoi, mais en tout cas, il y a moyen, effectivement, à partir du moment où il y a une collection. Dans l'écosystème muséal, Géraldine le sait fort bien aussi, il y a effectivement des musées qui vont être conventionnés, reconnus, il y a des musées privés aussi, ça a été les origines de la Wittokiana, mais tout ça dépend un petit peu du type de collection, de la
la volonté aussi derrière le musée. On s'est proposé de vous faire part d'une actualité que certains d'entre vous connaissent peut-être, hein, mais justement, cette définition du musée, elle vient d'être en tout cas repensée au niveau de l'ICOM. Hein. L'ICOM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Conseil international des musées. Donc chaque année, en tout cas assez régulièrement, font des messes des grands messes avec leurs représentants, en tout cas les responsables de musées. Et cette question de la définition, voilà, c'est une actualité assez brûlante parce qu'elle vient de changer. Je vous propose peut-être de lire cette définition et de voir un peu, de vous faire réagir par rapport à celle-là. Vous allez voir que c'est assez amusant. Donc pendant très longtemps, la définition du musée, c'était la suivante. Le musée est une institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose, transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. C'était déjà une définition déjà assez substantielle, hein, mais ce qu'il faut retenir, voilà, il y avait vraiment ces missions d'acquérir, d'acquisition, hein, et là on pourrait parler des relations la collection, musée, aussi avec le marché de l'art, c'est des questions assez intéressantes, la conservation, l'étude et l'exposition. Et donc, il y a eu depuis lors une volonté de revoir cette définition, une première définition, une proposition qui n'a pas été acceptée, donc ça induit certains délais avant que soit votée la définition suivante. Vous êtes prêts, c'est un petit peu plus long. Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société. Jusque-là, ça ne change pas grand-chose. Qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation, l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ici, pas fondamentalement différent, si ce n'est que acquérir n'est plus la première mission. Et on parle de collecter maintenant. Ouvert au public, accessible, inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public au pluriel maintenant, des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion, de partage de connaissances. Voilà donc la nouvelle définition. Alors, on peut demander aux membres du public si ils et elles se reconnaissent dans ces définitions du musée, dans l'une des deux ou dans aucune des deux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, par exemple, pour que vous considériez que quelque chose est un musée? Est-ce que le musée du lampadaire en est un? Est-ce que la dimension à but non lucratif vous semble essentielle ou pas? Est-ce qu'il faut accumuler, acquérir, collecter? Voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vais dire quelque chose de provocateur pour provoquer un débat. Voilà. Je sais pas, ouais, c'est bon. Peut-être sur la nouvelle définition, est-ce que ça ne met pas un peu trop de pression sur le fait qu'il faut planifier différentes visites pour différents types de publics? Est-ce qu'au final, c'est un problème qu'un musée soit peut-être focus sur une niche, aussi une niche de personnes qui ont déjà une certaine connaissance? Est-ce que tous les musées sont obligés d'être... Enfin, j'ai l'impression que cette définition implique que tous les musées sont obligés d'être accessibles à tous les publics. Donc peut-être votre avis là-dessus. Oui, moi, ça me semble absolument nécessaire que les musées s'ouvrent à divers publics. Parce que là, quand on parle d'un public de niche, mais en gros, c'est un public bourgeois, aisé, blanc. Si c'était plusieurs niches et des niches différentes par musée, oui, pourquoi pas, que chacun ait sa niche de public. Mais là, c'est un seul et unique public pour l'ensemble des institutions muséales, galeries, enfin voilà, c'est un public... Juste pour rebondir rapidement là-dessus, effectivement, hein, malgré depuis Bourdieu et les barrières socioculturelles pour participer au musée, il y a peu de choses qui ont changé. On est toujours dans les mêmes gammes de chiffres, hein, en termes de background, d'éducation, des personnes qui visitent les musées. Donc effectivement, il y a des vrais challenges par rapport à ça. Vous avez aussi peut-être une réaction? Quelle était la motivation en fait initialement de trouver une nouvelle définition? Parce que ça conditionne la nouvelle définition. Il y a différentes histoires autour de l'histoire de cette nouvelle définition. Je ne sais pas si toi tu vas en raconter une, Anne-Sophie, mais les mauvaises langues disent que ce sont les musées sans vraie collection qui ont poussé pour avoir une définition qui soit un petit peu moins centrée autour de la collection et qui soit plus centrée autour des activités. Maintenant, je pense que les remarques qui ont été dites sont vraies. Quand on voit les publics qui fréquentent les musées, il y a vraiment
un petit groupe de gens qui fréquentent les musées et qui sont en fait un public très uniforme. En tout cas, pour le cas de la Witokana, mais je crois que c'est le cas d'autres musées aussi, ce sont majoritairement des personnes qui sont plus âgées, d'une certaine classe sociale. Et il y a un besoin, je pense, d'ouvrir effectivement les collections et d'ouvrir les portes du musée à d'autres publics, très certainement. Moi, ce que je trouve intéressant dans les définitions, c'est que l'aspect recherche est mis plus en avant dans la seconde. Donc, je ne connais pas le musée du lampadaire, mais je n'ai pas vu de publication du musée du lampadaire. Et donc, je pense que, je laisse peut-être rater, c'est peut-être moi qui ne suis pas assez attentif sur les publications du musée du lampadaire. Mais je pense que ça fait une grosse différence par rapport à ce qu'est un musée, c'est-à-dire que cette production scientifique, cette volonté de connaître, d'aller plus loin, je pense que ça, c'est quelque chose qui est distinctif. Et l'autre élément dans la nouvelle définition qui me chagrine un peu, c'est que la délectation est partie. Et j'aimais bien ce côté délectation dans la définition. Donc qui est peut-être aussi une vision un peu désuète du musée et de l'art de manière générale, ou un peu passive aussi, ou individuelle. Évidemment, ça rentre en ligne de compte. Mais c'est vrai qu'ici, moi je dirais pour répondre aussi à la question de qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle définition. C'est une petite anecdote, mais souvent on parle du modèle, on va dire, latin, napoléonien, avec des pays comme la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, qui ont cette tradition de patrimoine culturel de par l'histoire, et qui se sont toujours beaucoup concentrés sur la question de l'objet, de la collection, avec tout tourne autour de la collection. Et puis les pays du Nord, et encore plus évidemment aux États-Unis, en Angleterre, on serait plutôt centré là sur la question du visiteur. Et c'est vrai qu'on voit que il y a des choses à améliorer aussi là-bas, mais on tend à se tourner davantage vers la visite, vers le visiteur, vers l'expérience de visite aussi. Et puis plus globalement, cette nouvelle définition, elle est aussi fortement en lien avec toutes les grandes valeurs que véhicule, ou en tout cas qu'entend véhiculer l'Europe, avec ces fameux Work Plan for Culture, qui sortent... Ce sont des plans de 3-4 ans. Et le nouveau vient de sortir, et dedans, c'est Culture for the People, Culture for the Planet, on en discutera, Culture for Creative Partnerships et Culture for, là plutôt le focus sur les artistes et les travailleurs culturels qui commencent à être aussi pris en compte. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté d'aller forcément et à juste titre dans cette direction qui met davantage en avant des minorités, qui met aussi en avant les questions de diversité, d'inclusivité qui sont cruciales au niveau européen à l'heure actuelle. Et ces définitions et ces discussions autour des définitions ne sont pas juste des discussions de théoriciens. En fait, ça a un impact direct sur la manière dont les pouvoirs publics définissent les musées et donc accordent les subsides aussi. Et donc ça a un impact direct sur nous, quoi. En tout cas, en Fédération Wallonie-Bruxelles, la définition de référence, c'est la définition de l'ICOM. Explicitement, les décrets renvoient à l'ICOM. Donc c'est assez important. Est-ce que parmi peut-être ceux d'entre vous qui visitent relativement régulièrement des musées, est-ce que vous avez pu constater, observer des évolutions justement dans l'offre que proposent les musées, justement qui tendent vers plus d'inclusivité, qui tendent vers plus de diversité également, sur la base de votre expérience? Est-ce que vous avez pu constater ce genre de choses? Oui, moi j'ai toujours été frappée. J'ai vu quelques musées justement en Scandinavie ou en Angleterre et j'ai été super frappée par justement leur attention pour différents publics. Donc les musées en Écosse par exemple, pour les enfants c'est incroyable. Enfin, j'étais plus intéressée par tout ce qu'ils mettaient en place pour les enfants que par le musée des œuvres en tant que tel. Le musée de la ville de Liverpool m'avait fort frappée pour l'attention qu'il portait à l'histoire de l'esclavage dans la construction de la ville. Donc Monsieur Penny de Penny Lane des Beatles, c'était un esclavagiste et c'est des choses qui sont mises en avant comme ça de manière très ludique et très intéressante. Ou je pense au musée Vasa à Stockholm où on a construit un musée autour de ce bateau et on peut tout essayer, on peut aller rentrer dans les cloches, on peut descendre, on peut monter, enfin c'était incroyable. Et donc ouais, je trouve que là on est quand même encore un peu à la traîne quand on voit toute la diversité de pratiques qu'ils mettent en place. Alors on parle même pas des États-Unis où là on voit aussi, je pense que eux sont beaucoup plus dirigés vers le public que nous, et peut-être que cette nouvelle définition du musée permet de réactiver les collections autrement, parce que je pense qu'un musée se meurt s'il reste dans son jus. Alors on a visité le nouveau musée des Beaux-Arts d'Anvers, il y a plein de choses à redire, mais il y a quand même une volonté là aussi de remixer un peu les collections, et je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres un peu moins, mais au moins
voilà, on n'est pas un vieux musée qui se fossilise et qui voilà. C'est intéressant les termes vieux musée qui se fossilisent, parce qu'une de nos questions c'était un peu de savoir quels étaient potentiellement des stéréotypes. On sait que les musées parfois souffrent de certains stéréotypes et parfois un peu de leur propre faute, hein, mais est-ce que vous avez comme ça ici le vieux musée fossilisé, est-ce qu'il y en a d'autres? Justement, au niveau du musée fossilisé, combien de gens savent qu'au musée des Cinquantenaires, au fait, on peut faire des fêtes d'anniversaire d'enfants et qu'ils créent des puzzles dans le musée où il faut trouver telle momie à tel endroit, etc. Et donc ça existe, mais il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui savent que ça existe. En fait, je pense qu'il y a une barrière très mentale aussi à pousser la porte des musées si on n'a pas été habitué à aller au musée enfant. Et nous, on le constate, en tout cas à la Wittokiana, c'est que, comme j'ai dit, c'est un musée de niche. En plus, le bâtiment est construit en béton coffré, donc ça donne un peu l'illusion d'être une espèce de bunker complètement fermé au public. Ça se trouve dans un quartier, c'est près du Palais Stockley, donc c'est quand même un quartier très cossu. Et donc c'est pas le quartier non plus où des gens qui viennent de quartiers qui sont plus défavorisés viendraient spontanément. Et donc quand on fait des activités avec des enfants, et donc on a quand même vraiment un tropisme pour la médiation vers les publics scolaires et particulièrement pour des écoles avec des situations économiques qui sont plus difficiles. La première difficulté, en fait, et la première aventure pour les enfants, c'est de les faire venir jusque dans le quartier, de les faire observer le quartier et de les faire entrer dans le musée. Et déjà, rien que ça, en fait, c'est tout un apprentissage de code, mais aussi ça permet aux enfants après de sortir en ayant l'impression, et c'est pas qu'une impression, mais en sachant que les musées, ils sont aussi à eux. Et en fait, l'air de rien, c'est important de travailler sur ces barrières mentales aussi auprès des publics qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées. Et là, du coup, je me pose la question, surtout où est la cause, où est l'effet. Enfin, est-ce que c'est la responsabilité du musée, hein, vous venez de dire, et vous avez tout à fait raison, hein, sur l'indice sociodémographique des gens. Est-ce que c'est la responsabilité du musée d'attirer les gens? Parce que vous dites, oui, mais il faut que les gens viennent jusqu'à nous. Mais est-ce que ce n'est pas justement le musée qui se doit d'être accessible et justement de faire en sorte que c'est possible, peu importe le background social, parce que ça fait très peur. C'est quelque chose pour les gens mais ça fait très peur. Alors ça fait peur parfois parce qu'on a peur de ne pas comprendre, et ça fait très peur aussi parfois quand on a des enfants. Ils vont tout casser, ils vont rien comprendre, ils vont s'ennuyer. Et donc, est-ce que c'est la responsabilité des gens de se dire je vais pousser la porte, ou est-ce que c'est la responsabilité du musée de dire, mais en fait, non, je dois aussi, mais c'est compliqué, parce que vous voulez rester intéressant et vous voulez aller en profondeur sur les choses, mais est-ce que de temps en temps, il ne faut pas aussi un petit peu vulgariser ce qui se passe dans le musée? Bien sûr, c'est ce que je dis en fait, c'est que nous, on a vraiment tout un travail pour accompagner en fait les enfants, pour qu'ils poussent la porte du musée. Et je pense effectivement que c'est la responsabilité, en tout cas, c'est pas la responsabilité des enfants ou des visiteurs d'oser pousser la porte des musées, clairement. Je crois qu'il y a une responsabilité très claire des musées, des conservateurs de musées, de vulgariser aussi leurs travaux de recherche et de faire ce pas vers plus de didactisme et vers le fait de sortir les objets en fait des réserves, oser peut-être parfois des choix dans le compromis entre valorisation et patrimonialisation ou conservation, d'oser parfois des choix pour mettre les objets à destination de certains publics. Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité, mais bon, ça ce sont des choix de société, qu'il y a aussi une responsabilité sociétale à ce niveau-là. On a maintenant une évolution quand même au niveau des écoles qui est faite avec tout le travail sur le pacte d'excellence, et on en pense ce qu'on en veut, mais il y a maintenant une obligation pour les écoles d'amener les classes dans les musées. J'espère que ce sont des enfants, des adultes en devenir qui, eux, pousseront plus facilement la porte des musées. J'aimerais bien dire quelque chose. Je vais souvent au Louvre, j'habite Paris, hein, et aussi au British Museum à Londres. Et ce qui m'a frappé, qu'au British Museum, les inscriptions de ce qu'ils montrent, hein, c'est vraiment pour celui qui vient visiter. C'est lisible. Au Louvre, c'est l'esthétique qui compte. Ce n'est pas le fait qu'on puisse lire.
C'est simplement, c'est très beau, seulement pour pouvoir lire, il faut se pencher, etc. J'ai écrit d'ailleurs au Louvre, j'ai montré des photos, et là, ça me frappe vraiment, c'est que quand je suis au British Museum, c'est vraiment pour le visiteur. Tandis qu'au Louvre, le visiteur, c'est bien, mais c'est l'esthétique de l'ensemble qui compte pour eux. Oui, on revient un peu sur ce modèle un peu théorique, hein, mais entre pays plus latins et le modèle napoléonien, dont la France fait partie. Effectivement, ce qui se passe ici outre-Manche, qui propose effectivement des expériences qui sont très différentes les unes des autres. On parle des enfants et c'est assez intéressant parce que quand on regarde aussi certaines statistiques, souvent ceux qui participent le plus au musée, ce sont les enfants, justement grâce au programme scolaire, ce genre de choses. Maintenant, on observe aussi que forcément la propension à visiter tend à décroître avec l'âge, hein, pour toute une série de raisons évidentes, hein, d'opportunités. On a beaucoup d'autres choses à faire aussi. Donc, au mieux, on peut espérer de créer effectivement un goût. Après, de là, être un consommateur régulier d'expositions et de musées, c'est encore une autre étape. On va peut-être, quelque part, tout ce qu'on était en train de dire, évidemment, et je rejoins un peu la question qui vient, en tout cas le commentaire qui avait été formulé, c'est quelque part aussi beaucoup de pression pour les musées. On sait aussi la situation ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, des musées, des financements. Comment est-ce qu'on gère finalement ça au quotidien? On pourrait parler, on en parlera sans doute après, du digital. Hein. Là aussi, on demande aux institutions culturelles de mettre en place du digital audience management pour les publics en ligne à l'issue du Covid. C'est beaucoup de choses, d'attentes pour les musées, avec aussi une réalité financière, comme on disait, on est souvent sur des financements hybrides, de l'argent public. Peut-être que tu pourrais dire un mot par rapport à ça et comment est-ce qu'on s'en sort finalement face à ces nouvelles... Oui. Peut-être d'abord expliquer comment la Wittokiana est financée. Absolument, Donc, comme je disais, il y a un joli feuilletage là, à la Wittokiana, un feuilletage institutionnel. Donc, on est une ASBL, donc on tombe sous le droit privé en fait. Le plus gros financement qu'on a, c'est le financement pour les emplois. Donc, on est une équipe de 4 personnes et 3 des 4 personnes sont financées par un financement de la région de Bruxelles-Capitale pour des emplois subsidiés, des emplois ACS. Et donc, ça, c'est notre plus gros financement. Ensuite, on a la reconnaissance muséale de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous octroie une subvention. Alors, les musées en Belgique sont classés par catégorie de musées, la catégorie A étant la plus importante, la catégorie C la moins importante. Et donc, ça définit en fait des fourchettes de financement auxquelles on peut prétendre en fonction de la catégorie dans laquelle on est. Il s'agit de catégorie de taille ou de prestige? Alors, les deux sont liés. Donc c'est à la fois la taille de l'institution, mais la reconnaissance est aussi octroyée en fonction de l'importance de la collection, qui est jugée à l'aune de différents critères, mais donc l'importance patrimoniale de la collection. Et donc à la Wittokiana, on est en catégorie B, donc c'est la catégorie intermédiaire, mais on est dans les financements, je dirais, les plus bas de la fourchette. Et donc ça, c'est notre deuxième source de financement qui finance à la fois l'emploi de la personne qui s'occupe de la médiation. Donc il y a vraiment un tropisme là où on a des obligations en termes de toucher des publics scolaires principalement, et en même temps une partie de nos frais de fonctionnement. Troisième partenaire, c'est la Fondation Roi-Baudouin, qui a donc la propriété des livres et donc la responsabilité aussi de la conservation et du patrimoine livresque de la Wittokiana, qui est aussi propriétaire du bâtiment et donc à qui impute toutes les obligations en termes de propriété, toutes les obligations, je dirais, classiques par rapport à un bâtiment. On a aussi un mécène, je dirais un mécène plus important que les autres à la Wittokiana, qui est un mécène d'une entreprise privée qui est Duvel Mordgat, la brasserie, et donc qui nous finance en argent, mais également en nature pour nos vernissages, donc qui nous fournissent nos bières et le mobilier de la terrasse, pour nos vernissages. Et par ailleurs, Philippe Mordgat donc, fait aussi partie de notre conseil d'administration, et donc on bénéficie aussi de son expérience en termes de management. Donc voilà, là je dirais c'est vraiment les 4 financeurs structurels. Et alors pour tous les projets connexes et supplémentaires, donc les expositions temporaires, tous les projets supplémentaires de médiation vers les enfants, les projets de numérisation,
Pour tout ça, eh bien, on va trouver des subsides supplémentaires ou des mécènes ou des sponsors supplémentaires. Et justement, par rapport à cette réponse qu'on entend souvent dans les musées, j'avais un étudiant qui travaillait sur ces questions-là, sur les musées aux Pays-Bas, et justement sur la possibilité de proposer une offre plus inclusive et de faire participer davantage de public. On pourra discuter après, cette distinction aussi entre participation et engagement, qui sont deux choses différentes. Forcément, l'argument qui revient tout le temps, c'est qu'on n'a pas les ressources humaines, on n'a pas les ressources financières pour pouvoir développer ça comme on le voudrait. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent se faire de manière ponctuelle, ou pour pouvoir vraiment développer, il faut revoir peut-être même la façon dont les subsides sont pensés, ce genre de choses, pour répondre justement à ces nouvelles missions? Comment est-ce qu'à la Witiokiana vous procédez? Est-ce qu'il faut faire fi de certaines activités pour se dire on met un peu moins sur cette activité-là et on fait un peu plus sur les publics, par exemple? Donc, oui, clairement, il y a toujours des choix à faire. La gestion du temps implique de faire beaucoup de choix, et effectivement, on met des priorités sur les missions qui sont importantes au niveau de notre politique. Donc, comme je disais, il y a le temps plein qui est destiné à la gestion des publics scolaires, la médiation vers les publics scolaires. Donc, c'est clairement un choix. Quelle était la première partie de ta question? Excuse-moi. Justement, par rapport à ces questions de budget limité. Oui, c'est une réalité. Je veux dire, le monde culturel en Belgique francophone est clairement sous-financé. Et par ailleurs, comme je disais, il y a beaucoup d'institutions qui sont extrêmement précarisées, ne fût-ce que de par leur structure juridique. Je veux dire, nous, on est une ASBL qui gère le musée. Ça veut dire quand même que ce sont des structures juridiques qui sont assez fragiles. À partir du moment où on a un conseil d'administration qui peut décider aussi de dissoudre la SBL, je veux dire, est-ce que ce sont des structures juridiques qui sont adaptées, par exemple, pour détenir un patrimoine? C'est une réflexion je pense qu'il faut mener. La France est un pays qui est complètement différent, avec un État central qui est beaucoup plus fort au niveau de la culture, et avec des politiques culturelles qui font vraiment partie de choix budgétaires de l'État. Donc il y a quand même beaucoup plus de moyens qui sont alloués aux musées en France. En Belgique, on a les musées fédéraux, on a des plus grosses structures. Le musée royal de Marimont, c'est le musée de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À part ça, j'oserais le dire, je pense qu'on bricole un peu avec des structures juridiques, comme je disais, avec un feuilletage où il faut aller chercher beaucoup de financements différents pour finalement s'en sortir. Ça veut dire que beaucoup de financements différents, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'obligations administratives aussi pour rendre des comptes en aval. Et donc, toutes ces demandes de budget qui sont l'élaboration de projets pour demander des comptes, et puis qui sont le fait de devoir rendre des comptes, ce qui est normal, je veux dire, c'est de l'argent public, donc c'est tout à fait normal, mais ça implique aussi que ça occupe toute une partie du temps de l'équipe. Donc oui, je pense qu'il y a structurellement peut-être un manque de volonté centrale par rapport à la culture en Belgique. Et ça me refait penser à... Donc, on a effectivement, en termes de budget à la Fédération Wallonie-Bruxelles, un montant qui est octroyé à tout ce qui est patrimoine, musée inclus, puis à tout ce qui est participation culturelle. Donc là, on est plutôt pour les centres culturels, qui eux aussi ont un rôle très actif, justement, de terrain avec les communautés, avec les populations locales, où on retrouve peut-être plus ces objectifs, justement, de participation, d'engagement. Je me demandais si... et je pense à ça parce que j'étais dans une commission sur des projets d'art visuel dans ce cas-là. Et en fait, on sent aussi cette évolution par rapport aux artistes. On leur demande, par exemple, d'être beaucoup plus impliqués aussi avec les communautés, être avec le territoire. C'était dans le cas d'une aide post-Covid pour les artistes. Et il y a eu des réactions assez virulentes en fait, des artistes qui se disaient « mais nous, on ne fait pas l'éducation permanente, on n'est pas là pour justement faire ce genre d'activités socio-culturelles en fait, pour attirer des publics. » Et ça, je vous laisse imaginer le débat que ça a pu générer. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que le musée, finalement, aussi commence à avoir un rôle qui n'est peut-être, à l'origine, pas celui qu'on lui avait octroyé, mais... Est-ce qu'il y a par rapport à ça une évolution? Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un peu le rôle des centres culturels comme instance aussi avec lesquelles vous pourriez peut-être collaborer pour pouvoir développer ce rapport aux communautés et aux populations? Mais je pense que comme ça a été dit ce soir, le musée n'a pas de sens si la collection reste fermée
Alors certes, elle sera peut-être mieux conservée pour les générations futures, mais ce qui est quand même important dans notre mission, c'est quand même de créer des mémoires humaines, quoi. Je veux dire, le mieux, c'est quand même que les gens sachent que les livres sont là et qu'ils existent et qu'ils transmettent cette mémoire-là à leurs enfants. Je pense que ça, c'est quand même le mieux. Des partenariats, c'est effectivement, et il y a tout un tissu, en tout cas en Belgique francophone, il y a vraiment tout un tissu d'ASBL qui est très très actif pour rendre visible le patrimoine. Donc je pense que le partenariat est incontournable dans notre cas. Est-ce qu'on ressent une pression par rapport à ça? Oui, clairement, en tant que musée, on ressent une pression, effectivement, d'être plus accessible, de ne pas être élitiste, d'ouvrir le contenu de plus en plus. Et peut-être qu'on peut poser la question, qu'est-ce que idéalement, vous souhaiteriez voir d'un musée? Qu'est-ce que vous attendriez de l'expérience d'un musée, vous, en tant que... Ou inversement, ce que vous ne voudriez plus voir. Oui. Moi, c'était pas nécessairement la question de qu'est-ce que j'aimerais voir dans un musée, mais depuis le début, vous parlez de participation des publics, etc. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous aviez pensé, le financement participatif. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez proposer à travers des plateformes de crowdfunding pour proposer à un public qui soit professionnel ou des visiteurs sur une plateforme participative, d'offrir des visites au musée, etc., en contrepartie d'une participation financière? Est-ce que ça pourrait être une éventualité dans ce genre de structure ou pas? Donc, il y a eu effectivement toute une réflexion à la Witocana au sein du conseil d'administration sur, donc, plus largement parler que le crowdfunding, mais sur donc, diversifier les sources de financement du musée. Donc on fait appel à des subsides publics, mais il y a une nécessité effectivement maintenant de se tourner vers d'autres sources de financement. Le mécénat et le sponsoring, c'en est une, le crowdfunding, c'en est une autre. On a d'ailleurs eu un groupe d'étudiants de dernière année de Solvay, un groupe en stratégie grâce à Kim Osterling qui est venu faire toute une étude au musée sur les diverses sources de financement. Donc on a soulevé la question du crowdfunding, donc c'est une possibilité. Le crowdfunding nécessite d'avoir déjà une image qui soit assez prête pour communiquer autour de l'image du musée. Donc, en ce qui concerne la Witocana, comme on était dans cette période de transition entre le musée privé qui est devenu public, il y avait des choses à régler au niveau de l'image du musée et un travail qui devait être fait avant qu'on puisse lancer ça. Et puis, ça nécessite d'avoir quand même des projets extrêmement précis. Et donc, je pense que c'est une source intéressante parce qu'elle permet aussi au musée de se faire connaître. Donc, c'est un moyen de communication. C'est une source intéressante pour ce qui est des projets ponctuels, mais c'est une source qui ne résolvera pas le financement structurel des musées, où en fait on parle beaucoup de financement sur des projets de numérisation, des projets qui apportent une visibilité. Il n'en reste pas moins que il y a toujours les frais d'électricité et le personnel qui travaille à l'accueil du musée à payer. Et pour ça, il faut qu'il y ait des structures une colonne vertébrale qui permette de le financer. Mais donc le crowdfunding, moi je pense qu'à un moment donné, on va lancer un projet et qu'on le verra à la fois dans un but évidemment de lever des fonds, mais aussi de rencontrer le public et de faire venir aussi le public à la Witocana. Donc ça aura un but double. Alors je pense que aussi, Anne-Sophie, tu voulais aborder la question de la participation des publics aussi, pas seulement dans le financement, mais peut-être dans des projets. C'est ça, en fait, il y a vraiment cette distinction entre participation et engagement, comme je disais. Donc, c'est deux choses différentes. Hein. Je participe à une visite d'exposition, je vais visiter une exposition de manière plutôt passive. Et puis, vraiment, le côté de fidélisation par l'engagement des visiteurs. Alors, c'est un tout autre processus qui est aussi très profitable pour un musée dans le sens où c'est quand on pense marketing des arts et de la culture, c'est ça l'objectif évidemment, c'est de fidéliser, c'est de permettre de renouveler l'expérience de consommation et de visite. C'est ça le plus important et de durer un lien à plus long terme. Et donc il existe effectivement toute une série de techniques. Hein. Le crowdfunding permet ça parce qu'on dit tiens, je contribue à l'acquisition d'une œuvre par exemple et donc je bénéficie de quelques avantages. Le Louvre, justement, a fait beaucoup ça pour acquérir de nouvelles pièces. Il y a justement aussi, avec certaines expositions sur
des expositions qui promeuvent la diversité culturelle. On va faire appel justement à des communautés locales et on va procéder à ce qu'on appelle le crowdsourcing, ce qui consiste à permettre aux personnes en fait, d'apporter des objets de leur propre tradition, de leur patrimoine et en collaboration avec le curateur ou la curatrice, de concevoir en fait, une exposition. Et là, on est vraiment sur une toute autre démarche qui permet aux personnes, aux citoyens d'être vraiment investis dans la co-création d'une exposition. C'est aussi un sujet très, en tout cas une pratique importante aujourd'hui dans la gestion culturelle, cette pratique de co-création avec des artistes, mais aussi avec les citoyens. Alors évidemment, c'est pas l'intégralité d'une communauté qui va pouvoir participer à ça, mais après il y a des échanges, du bouche à oreille, et ça permet justement d'attirer un autre public dans ce genre d'exposition, en tout cas dans les expositions. Je crois que Géraldine voulait dire quelque chose, mais sinon je poserai une question. Je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'engagement des communautés. À la Witokana, on a eu un artiste a voulu lancer un projet qui ne s'est pas encore concrétisé, mais donc peut-être que ça se fera, justement de faire participer le voisinage en apportant, en interrogeant la notion de bibliothèque et donc en demandant à chacun d'apporter son propre livre à la Witokana. Et je pense que c'est important aussi d'engager le dialogue avec les communautés qui sont juste à côté du musée et qu'on n'arrive pas toujours facilement à atteindre. En tout cas, exister ne suffit pas pour les faire venir. Ça, on l'a remarqué au musée. Et donc, on a envie aussi de développer des projets à ce niveau-là. C'est une chose que le Louvre Lens, par exemple, a fait dès le départ, il me semble, et ça me faisait penser à une idée qui m'est venue en vous écoutant. Vous parliez de crowdfunding ou de crowdsourcing, et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui relève d'une démarche un peu similaire, mais pour attirer des publics nouveaux, qui serait une forme de parrainage. Apporter un nouveau visiteur ou une nouvelle visiteuse, et vous aurez une entrée gratuite, ou est-ce que ce serait envisageable, ce genre de tour de passe-passe marketing, on va dire ? Mais oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, autre chose, c'est que si vous faites ami de la Witokana, si vous faites ami à deux, eh bien le prix de la cotisation est aussi réduit. Donc voilà. Mais je précise que ce n'était pas préparé. Non, c'était. Mais bien sûr, c'est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, à propos des amis du musée, donc nous à la Witokana, on en a plus ou moins 200. Ce qui est pas mal. La plus grosse communauté d'amis des musées en Belgique, c'est 800. Donc pour nous qui sommes un petit musée, c'est quand même pas mal. Avec des gens qui renouvellent leur cotisation et qui viennent régulièrement au musée. Donc on voit quand même des gens revenir. Et on avait fait appel aux amis du musée pour une acquisition. La dernière, je dirais, acquisition importante, un livre... un recueil de poèmes de Verhaeren avec une relure d'Henri van de Velde, donc un livre Art Nouveau, magnifique livre. Et donc là, les amis avaient répondu présents. Donc c'est une forme d'engagement aussi, absolument, effectivement. Et donc après, on avait organisé une visite pour les amis mécènes pour leur présenter le livre. Ah, je vois une question. Oui, mais c'est par rapport au crowdfunding que vous avez évoqué. C'est quand même une question vraiment très délicate, me semble-t-il, surtout en Belgique, dans la mesure où c'est quand même de l'argent public qui finance les musées. Par ailleurs, la plupart des musées sont quand même payants. Donc, en tant que visiteur, on paye déjà 2 fois, d'une certaine manière. Donc, demander un don en plus, je trouve que c'est quand même vraiment très délicat. À l'inverse, par exemple, justement, dans les pays anglo-saxons, non, seulement en Angleterre, je pense, les musées sont gratuits et pas tous, et les expositions temporaires ne le sont pas, mais les grands musées le sont quand même. La Tate, elle est gratuite. C'est incroyable et le public peut s'en servir vraiment comme une bibliothèque d'une certaine manière. Et là, il y a des bornes de dons, dans laquelle le don se fait, etc. Et on le fait vraiment volontiers, j'imagine. Alors qu'ici, il me semble que c'est déjà... ça me paraît délicat. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, il y a aussi des réticences au sein du conseil d'administration de la Witokana à cause de ça. Donc de dire, effectivement, on n'a pas un rôle de répartisseur des richesses qui est le rôle de l'État, en fait. Donc c'est vrai que les gens payent.
payent une première fois en payant des impôts, ils doivent payer l'entrée du musée. Bon, après l'entrée au musée, on a beaucoup de tarifs différenciés à la Witokana, donc on essaye vraiment de pratiquer une politique inclusive au niveau des entrées. On travaille avec des tarifs sociaux aussi pour les personnes plus défavorisées. Mais je pense que vous avez raison. D'un autre côté, le crowdfunding, c'est aussi sur base volontaire. Donc ça fait aussi appel à la volonté, et il y a une contrepartie. À partir du moment où vous versez 40 €, vous pouvez les déduire de vos impôts. Donc bon, voilà, tout ça est contrebalancé d'une façon ou d'une autre. Et quelque part, est-ce que c'est pas un peu similaire justement quand on sait qu'on peut justement dans les institutions publiques proposer des prix un peu plus faibles peut-être que les montants que des personnes seraient prêtes à payer pour visiter un musée, finalement de proposer une urne pour éventuellement mettre un complément via une petite donation, proposer ce genre de financement participatif. Je comprends évidemment les réserves qu'on peut avoir par rapport à cette pratique-là, mais s'il y a une volonté aussi de pouvoir justement d'être engagé, alors clairement ça continue un peu à générer aussi, en tout cas à perpétuer ce statut un peu élitiste où si moi je donne plus, je serai un peu plus privilégié au sein du musée. Donc clairement, ça continue à véhiculer un peu un certain statut. Mais peut-être que pour rebondir, on est sur le crowdfunding, forcément c'est un nouveau business model du musée qui a été permis évidemment avec l'ère digitale. Hein. Peut-être quand même adresser un petit mot par rapport à la question du digital dans les musées. Pierre-Guillaume évoquait effectivement le projet Frida Kahlo avec Google. Peut-être aussi poser une question, je présume que vous avez peut-être déjà aussi eu l'occasion de visiter ces expositions entièrement immersives, comme on a quelques spécialistes des musées. Quel est votre avis justement sur ce genre de nouvelles technologies liées au digital qu'on peut voir dans les musées? Quel est votre point de vue là-dessus, justement quand on réfléchit aussi en termes de participation, de public? Est-ce qu'il y a... Vous pour ou contre Bruegel en 3D? Eh bien, franchement, je ne suis jamais rentrée là-dedans. Sans doute que je suis un peu un fantôme fin de siècle et que ça me dépasse parfaitement. Mais ce qui m'agace un peu dans ces propositions, c'est que sous couvert d'accessibilité, rendre les œuvres d'art accessibles à un plus large public, en fait, on fait payer des sommes assez folles pour entrer dans ces lieux. Alors, de ce qu'on m'a expliqué, on peut s'offrir une coupe de champagne, on peut... donner encore un peu plus d'argent pour avoir tel ou tel service. Et en fait, oui, moi, je trouve ça complètement faux, finalement. Et si ça servait vraiment à rendre les œuvres accessibles et peut-être par la suite à donner envie d'entrer dans les musées, oui, pourquoi pas. Mais là, clairement, les personnes qui ne vont pas au musée, qui ne vont pas, je sais pas, donner 2-3 € pour entrer dans des petits musées, elles ne vont pas payer 20 € pour entrer dans ces installations immersives. Et vous n'avez pas peur, justement, moi c'est un peu une question que j'ai, que ce genre d'exposition, allez, je me mets dans la position d'un jeune, par exemple, qui va voir ce genre d'exposition, qui est prêt effectivement à payer, ou en tout cas ce genre d'entrée, qui est effectivement souvent onéreuse. Est-ce que justement, après, retourner dans un musée plus classique, où on a une scénographie effectivement plus classique, est-ce que ça risque pas justement de créer de nouvelles formes aussi d'inégalité en fait, au sein des musées, lorsqu'on est effectivement un musée plus de niche, quand on a des œuvres qui se prêtent peut-être moins à l'exercice et tout simplement aussi des moyens qui ne permettent pas de se lancer dans ce genre d'expérience virtuelle ou en tout cas sensorielle qu'on peut avoir dans certaines expositions. Je ne sais pas, Géraldine, si tu... Ton point de vue là-dessus sur le digital en règle générale. Donc moi je pense que dans les musées, il y a différentes utilisations du digital. Je crois que ça doit rester un outil. Je pense que ça doit servir à la conservation des œuvres. Donc je pense qu'il y a tout un volet de numérisation qui est utile, bien que je crois aussi qu'il faut faire des choix parce que la numérisation a aussi des coûts environnementaux, des coûts financiers mais aussi des coûts environnementaux et on ne va pas pouvoir continuer à tout numériser et à tout sauver parce que c'est pas possible dans un monde de ressources limitées. Donc ça, je pense que c'est une utilisation qui est nécessaire au sein du musée. Je crois qu'il y a tout le volet de mise en valeur des œuvres et le digital permet, en tout cas dans un musée du livre, où le but c'est quand même de manipuler des ouvrages, de les ouvrir, et ce qu'on ne peut pas faire avec tous les visiteurs. Je veux dire, on ne peut pas mettre ces ouvrages précieux dans les mains de tous les visiteurs sans supervision. Donc le digital permet certainement de pallier en partie
à ce manque. Maintenant, je crois qu'effectivement, il faut éviter le gadget et je pense vraiment qu'en tant que musée, on a une obligation de clairement hiérarchiser les documents que l'on montre. Et donc, ça veut dire qu'on ne montre pas, autant on ne montrait pas avant un fac-similé au même niveau qu'un livre original. Et je crois qu'il faut faire très clairement la distinction. Et donc, je pense aussi que virtuellement représenter un livre ne doit pas être mis sur le même pied que l'objet original. Et je crois que ça procède aussi de notre mission de sensibiliser les visiteurs à ce qui fait l'attrait d'un document original ou d'un livre original par rapport à des numérisations, à du digital. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bien sûr. Mais... Oui, pardon. Je vous en prie. Est-ce que tu crois, toi, personnellement, et peut-être que le public aussi, à ces expositions virtuelles, là, pour le coup, des expositions donc, en ligne, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je ne pense pas que vous avez eu l'occasion de développer ça encore à ce stade, mais dans la période post-Covid, effectivement, on sait que certains musées ont réalisé le potentiel justement de ces expositions virtuelles. Donc là, vraiment, exposition en ligne, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter ce genre d'exposition sur Internet. Quelle était l'expérience Je passe le micro. Entre-temps, on est passé à un sujet suivant, mais je voulais juste réagir par rapport à votre intervention en me disant, est-ce que c'est pas juste deux publics différents? Donc en marketing, on fait des segmentations, et est-ce que c'est pas un autre style de musée? Donc on a juste ajouté une nouvelle proposition de valeur sur le marché. Et ces deux propositions qui peuvent, et vous en êtes la preuve vivante que c'est pas pour vous, mais vous êtes probablement quelqu'un qui allait souvent dans les musées, et c'est très bien. Mais je pense que justement, on sait très bien que ça existe. Il y a des gens qui sont prêts à payer, et tant mieux. Et ça vulgarise quelque part un peu la culture pour ce nouveau public. Alors peut-être que ça ne les attirera pas dans un musée classique, mais au moins ça ouvre la culture. Maintenant. Voilà, c'était juste mon avis sur les choses. J'ai l'exemple très concret de mon petit frère qui avait été voir une de ces expositions Klimt. Il adorait. Et c'est pas du tout, là pour le coup, on n'est pas né dans la même famille, il n'est pas trop culture à la base. Mais si ça lui permet de garder à l'esprit Klimt dans sa tête et peut-être le jour où une grande exposition à Vienne, d'aller voir l'artiste et les vraies œuvres, ma foi, est-ce que finalement la mission en tout cas n'est pas réussie? On peut en débattre. Oui, moi je crois que ce ne sont pas des biens substituts. En fait, pour le dire autrement. Je crois vraiment que les expositions virtuelles ne touchent pas le même public. Donc, je ne mènerai pas une politique armée à la Wittokiana pour faire une exposition entièrement virtuelle, clairement, parce que je pense que ce n'est pas notre métier. Mais je crois que là, on est dans un monde, c'est un autre monde et on fait simplement autre chose, quoi. Je vais passer rapidement le micro à Madame qui avait une remarque à faire. Oui, sur les expos digitales. Alors en fait, moi, il y a 10 ans, j'avais fait un mémoire sur les expos sur Internet. Le truc est entièrement obsolète maintenant parce qu'il n'y a plus aucun lien qui fonctionne. Mais en fait, ce que j'avais retenu et la seule expo digitale qui m'était restée, c'était une expo de la Tate. Et en fait, je trouvais que c'était un très bon exemple parce qu'ils ont utilisé le digital en complément. Donc pas pour venir remplacer, mais en complément. Et en fait, ils ont fait une super exposition intitulée Lost Art sur toutes les œuvres d'art qui ont été perdues, détruites, volées. Ouais. Et donc ces œuvres, elles sont plus là. On peut plus les voir. Et donc c'était un site internet assez génial où on rentrait dans un hangar et on voyait des détectives de l'art en train de travailler. Et sur chaque bureau, on pouvait cliquer et on voyait toutes les preuves, les pièces à conviction, les photos de l'œuvre avant, après, voilà, des choses comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient mêlé le digital avec le vrai, c'est-à-dire qu'ils avaient mis une date d'ouverture et de fermeture de l'expo. Donc c'est pas un site qui restait en ligne indéfiniment, c'était génial. Et ils ont fait un catalogue. Donc moi j'ai le catalogue et il y a quelque chose de, c'est comme une vraie expo. Mais donc ils ont utilisé très intelligemment le fait qu'ils voulaient faire une expo sur toutes des œuvres qui n'étaient plus là. Et peut-être que cette expo-là, dans une salle de musée, serait peut-être un peu tombée à plat, tandis qu'ici on avait l'interaction qui était très bien. Mais c'est le seul exemple de ceux que j'avais étudiés qui tenait un peu la route, quoi. Tous les autres, c'était très du gimmick. C'était vraiment faire des réseaux sociaux d'œuvres d'art où on partageait, j'ai liké cette œuvre. Voilà, il n'y avait pas de vrai contenu, quoi. Je pense que les expositions digitales et virtuelles nécessitent une curation particulière, donc vraiment faire une curation virtuelle. Et en fait, Anne-Sophie, on a déjà fait beaucoup d'expositions virtuelles à la Wittokiana, c'est-à-dire sur les 4 dernières années, on en a fait plus de 5 ou 6. Donc pour un petit musée, c'est quand même pas mal. On a commencé en 2018, en fait, pré-Covid.
Et l'idée, c'était, en fait, je pense que je n'avais pas mesuré complètement le potentiel de visite interactive, un peu type visite de biens immobiliers qu'on peut faire. Pour nous, au musée, l'idée, c'était d'archiver l'exposition. Donc l'exposition temporaire, comme son nom l'indique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement éphémère. Ce qui reste, c'est la publication, le catalogue qui accompagne l'exposition, mais sinon, toute l'énergie qui est déployée pour écrire une histoire dans l'espace et la raconter avec des objets disparaît au moment où l'exposition s'en va. Et si vous avez déjà vécu un démontage d'exposition, c'est vraiment un crève-cœur, parce que vous avez mis 2 semaines pour construire une exposition, en 1 heure, c'est fini, quoi. Donc l'idée, c'était d'archiver en fait les expositions. Alors effectivement, est soulevée la question de qu'en reste-t-il et comment on va conserver ça, c'est toute une autre question. Donc la question des supports de mémoire numérique et virtuelle, c'est une autre grosse question pour les musées. Donc ça, je ne sais pas, j'ai pas de réponse par rapport à tous ces liens. Mais en tout cas, nous, à la base, on avait imaginé ça dans une optique d'archive plutôt que de visite, en fait. Et de manière, ici, même en période post-Covid, il y a eu pas mal d'études aussi sur le secteur culturel en général, et la plupart convergent sur le fait qu'effectivement, ce ne sont pas le physique et le digital ne sont pas des choses substituables en termes d'expérience. Donc ça, je pense qu'il y a un très grand consensus dans le secteur culturel à ce niveau-là. En revanche, effectivement, la question de l'hybridité, ce sont des choses qui ont été beaucoup discutées. C'est valable aussi dans le secteur des arts de la scène, qui sont soumis aussi à d'autres challenges. Et c'est plus complexe en fait cette question d'hybridité, mais effectivement là on a eu un bel exemple justement, et merci pour celui-là, d'exemple concluant d'hybridité. On va prendre un dernier tour de questions parce que tout doucement on se rapproche de la fin de l'événement. C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Donc je suis assez d'accord que les visites virtuelles, moi je clique 3 fois et puis ça me fatigue assez rapidement. Par contre, je pense qu'il y a un élément sur lequel les musées arrivent à faire quelque chose qui est intéressant, c'est augmenter la visite grâce au virtuel. Et donc, il y a des cas où, mon père me parlait du British Museum, où il y avait des expositions virtuelles, où ils mettaient en scène des objets qui n'étaient pas là, mais qui étaient des parallèles intéressants. Et pendant le Covid, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Cocktail with a Curator, qui était l'Afrique, qui avait cet avantage de se focaliser sur une œuvre. On nous racontait l'histoire de l'œuvre. C'était relativement court. L'Afrique, pour des raisons personnelles, c'est un musée auquel j'ai pas mal été. Et donc, ça me parlait et j'en retirais quelque chose. Mais juste avoir la juxtaposition, revoir les œuvres, finalement, si c'est pour voir l'œuvre en digital, vous tapez sur Wikipédia, sur l'artiste que vous voulez, vous allez avoir un ensemble d'œuvres. Donc, je pense que là où le musée a quelque chose, c'est justement, je reviens avec cette histoire de contenu scientifique, où le musée peut déployer le contenu scientifique, l'analyse qui a été faite grâce au digital et la partager. Plus ça, je pense, c'est une valeur ajoutée. Dernier tour de commentaires ou questions. Pour peut-être nuancer mon côté fantôme fin de siècle, je pense quand même que les expositions en ligne permettent quand même une accessibilité aux personnes qui ne peuvent pas aller sur place. Donc là, clairement, je sais que dans le cadre d'Open Museum, on a parlé de ça, de la possibilité, par exemple, de groupes de personnes âgées en home qui ne peuvent pas se déplacer, qui peuvent accéder à la visite guidée par ce biais-là. Donc clairement, en fait, bien sûr, il faut nuancer l'attrait du numérique. Et pour remettre, il y a les digitally deprived, qui sont aussi ces personnes qui sont coupées un peu de l'ère digitale. Donc ça pose plein de questions qui ont été récemment discutées au niveau européen avec le Voices of Culture, qui est un projet où les personnes du secteur culturel justement se rassemblent et discutent ce genre de problématiques. Et c'est vrai que c'est amusant parce que les personnes âgées effectivement ne peuvent pas se rendre, mais il faut pouvoir aussi utiliser le digital, ce qui n'est pas non plus toujours simple, avec des connexions Wi-Fi qui doivent être aussi suffisamment robustes pour pouvoir soutenir ce genre d'exposition en ligne qui peuvent parfois faire tourner les laptops. Puis il y a une barrière numérique aussi. Enfin, je veux dire, il y a un illettrisme numérique aussi qui est réel. Bien, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons concrètement terminer la partie débat du Management Café pour permettre à la partie discussion de commencer. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus ce soir. Remercier celles et ceux qui nous regarderont une fois que la vidéo sera en ligne. Ils ne se rendront peut-être pas compte de la température qu'il faisait dans à l'atelier en ville, parce que on est en période de restriction non plus sanitaire, mais manifestement énergétique. Je voulais encore remercier la Fondation Bernheim
et Anne-Catherine Chevalier, sa directrice, d'être venue ce soir. Je peux exceptionnellement déjà annoncer le prochain Management Café. Souvent, on est en train de le préparer au moment où se tient l'édition. Et là, cette fois-ci, on a une date, ce sera le 1er mars. Je vous invite à attendre de voir le matériel de communication, mais je peux déjà vous livrer son titre. L'accès à la ville passe-t-il par le petit bout de la lunette? Vous verrez de quelle lunette il s'agit le moment venu. Ça se déroulera très probablement à l'atelier en ville, mais nous communiquerons comme d'habitude par les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous laisser votre adresse pour qu'elle soit reprise dans la liste de diffusion de l'événement et éventuellement des autres événements du Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion. Dans tous les cas, merci à toutes et à tous et à bientôt, le 1er mars ou plus tard. Merci beaucoup. Et je manquais à tous mes devoirs en ne remerciant pas Géraldine et Anne-Sophie quand même. Merci beaucoup.